Bonjour, nous sommes le 21 avril 2026. L'heure est à l'information factuelle, au recul et, disons, à la précision la plus stricte. Exactement, sans aucun parti pris ni alarmisme. Voilà. Bienvenue dans ce bulletin spécial, une plongée en profondeur consacrée aujourd'hui aux dynamiques complexes de l'Afrique de l'Ouest. Et avant de commencer, il faut préciser que cette analyse approfondie est générée et parrainée par Stylo News. C'est l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle de ProWave AI. Oui, et pour donner un peu de contexte à ceux qui nous écoutent, Stylo News, c'est en fait la déclinaison grand public du logiciel Stylo Intellops. Un logiciel qui, à la base, n'est pas pour le grand public. Pas du tout, non. À l'origine, cette architecture a été conçue exclusivement pour des opérations gouvernementales, militaires ou de la haute stratégie commerciale. Donc ce que nous utilisons aujourd'hui pour ce bulletin, ça permet d'avoir accès à un outil décisionnel de pointe. Ce qui est quand même fascinant. Alors notre dossier du jour s'intitule Mise à jour du renseignement en Afrique de l'Ouest. Le but de notre mission ici, c'est de présenter les faits bruts des 2 dernières semaines, d'évaluer l'impact local et international sans filtre. Absolument. Et pour comprendre les mouvements géopolitiques actuels, il faut d'abord regarder la réalité sur le terrain. Et cette réalité est dominée par l'urgence sécuritaire. Complètement. Prenons le Nigeria, par exemple. On assiste à une intensification de l'insurrection qui est très préoccupante. Le 11 avril dernier, l'armée nigérienne a mené une frappe aérienne sur le marché de Djili, c'est dans l'état de Yobe. La cible, c'était l'ISWAP, La province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, oui. c'est ça. Mais ce qui ressort des rapports, c'est l'écart terrifiant des bilans. Les dirigeants locaux parlent de près de 200 victimes. De son côté, Amnesty International cite plus de 100 morts. Oui, sans mort civile. Civils, voilà. D'un point de vue analytique, pardon, mais frapper un marché bondé depuis les airs, c'est comme tenter une opération chirurgicale avec un instrument contondant. Comment les militaires justifient-ils ce niveau de dommages collatéraux? Eh bien, c'est le dilemme classique de la guerre asymétrique. Du point de vue militaire nigérien, le marché de Djili, ce n'est pas juste un endroit où l'on vend des légumes, c'est un nœud logistique. D'accord. C'est là que l'ISWAP prélève ses taxes, achète du carburant et blanchit de l'argent. Donc l'armée estime qu'elle doit absolument détruire cette infrastructure économique. Mais en faisant ça, ils détruisent la population locale, ce qui risque de créer une radicalisation massive, non? C'est exactement l'argument d'Amnesty. Le coût humain annule le bénéfice tactique. Et si on regarde les réseaux sociaux nigériens, le sentiment est très partagé. Ah oui? Oui, on a d'un côté un soutien pour la lutte antiterroriste et de l'autre une détresse humanitaire immense. C'est très polarisé. Et la situation ne s'améliore pas puisqu'on a appris la perte du général de brigade Osenio Mobrahima dans l'état de Borno. Et pire, j'ai vu des notes de renseignement du 16 avril qui placent les forces de sécurité en état d'alerte maximale. Oui, à cause de menaces sur l'aéroport international d'Abuja. L'aéroport de la capitale? Et des centres de détention aussi. On n'est plus du tout dans une guérilla rurale, là. Non, ça demande une logistique impressionnante de cibler un aéroport. Mais si le Nigeria est sous tension, l'épicentre du problème, ça reste le Sahel. La région des Tillabéri au Niger surtout. Exactement. C'est la zone la plus meurtrière aujourd'hui. Plus de 1200 décès civils l'année dernière. Et on observe des affrontements directs entre les réseaux du GNIM et l'État islamique. Une guerre de territoire, en somme. Voilà. Et ça se propage dangereusement vers la frontière nigérienne. Et pendant ce temps-là, au Mali, il y a cette information stupéfiante, la libération d'une centaine de djihadistes présumés, Oui, juste pour sécuriser le passage de convois de carburant. C'est l'aveu que l'État ne contrôle plus rien si on en arrive là. c'est un compromis désespéré, oui. Quand on négocie le passage de son propre carburant avec des insurgés, on agit par pur instinct de survie. Sans carburant, l'économie s'effondre. C'est effrayant. Et c'est justement ce vide sécuritaire, cette méfiance envers les stratégies traditionnelles, qui entraîne ce qu'on voit dans la deuxième partie de nos rapports, le bouleversement géopolitique. Ah, le réalignement des grandes puissances. Oui, C'est le grand jeu. Début avril, on a vu un changement stratégique majeur des États-Unis sous l'administration Trump. Ils abandonnent la politique d'isolement des jonctes militaires. au profit d'un engagement qu'il qualifie de pragmatique, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Pragmatique. C'est de la politique à l'état pur. On légitime des gouvernements non élus juste pour sécuriser l'accès aux minéraux critiques. C'est une façon de voir les choses. La réalité, c'est que la nature a horreur du vide. Avec le retrait français et américain, la Russie et la Chine se sont immédiatement engouffrées dans la brèche.
La Russie avec son réseau Africacorps, c'est ça? Oui, ils utilisent l'Africacorps et des campagnes de propagande très ciblées pour s'implanter. Et face à ça, les États-Unis essayent de contrer cette influence croissante. Il y a un accord formel pour déployer des formateurs militaires directement sur le sol nigérien. Absolument. Ils remplacent physiquement les Occidentaux. Mais est-ce que cette approche des puissances étrangères va vraiment stabiliser la région à long terme? Ou est-ce que ça ne fait que, rajouter des armes dans une poudrière? Ça dépend de quel côté on se place. Pour les dirigeants de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, donc le Mali, le Burkina et le Niger, c'est une grande affirmation de souveraineté. Ils diversifient leurs partenariats. Ils ne dépendent plus d'une seule puissance occidentale. Exactement. Mais du point de vue occidental, la crainte, c'est que ça ne règle pas les causes profondes de la crise. Ce qui nous amène directement aux tensions politiques internes. Parce que pendant que ces juntes consolident leurs alliances à l'extérieur, à l'intérieur, ça se fracture sévèrement. Oui, l'AES renforce sa force unifiée, mais au détriment des libertés civiles. C'est le moins qu'on puisse dire. Au Burkina Faso, on constate la dissolution de nombreuses ONG. On étouffe toute opposition sous prétexte d'urgence sécuritaire. Le discours officiel, c'est que les normes démocratiques sont incompatibles avec l'effort de guerre actuel. Mais cette suppression des libertés a fait naître une résistance. Du 7 au 9 avril à Bruxelles, on a vu la création de l'Alliance des démocrates du Sahel, l'ADS. Par des citoyens et des politiciens en exil, oui. De l'ombre en exil, finalement. Ils appellent au retour à l'ordre constitutionnel. Mais bon, soyons honnêtes, quelle influence réelle peut avoir un tel groupe sur le terrain quand les militaires contrôlent les armes et l'information? C'est très compliqué. L'ADS n'a pas d'armée. Leur influence repose sur le droit international et surtout sur la mobilisation de la diaspora. Les financements de la diaspora. Voilà. En faisant pression financièrement et diplomatiquement depuis l'Europe, ils espèrent affaiblir les juntes. Et cette guerre idéologique prend parfois des proportions diplomatiques inattendues. Regardez l'arrestation de Kémy Séba, en Afrique du Sud. Une affaire très symbolique, oui. Cet activiste béninois, farouchement pro-junte et anti-français, arrêté sous l'accusation d'avoir soutenu un coup d'État manqué au Bénin en 2025. C'est l'illustration parfaite de la fracture actuelle. Pour certains, c'est un prisonnier politique, un martyr de la souveraineté africaine. Et pour d'autres, Pour les gouvernements de la région qui craignent la contagion des coups d'État, c'est un individu dangereux qui menace la stabilité constitutionnelle. c'est passionnant. Bon, malgré tout ce chaos politique et sécuritaire, on voit que certains acteurs préparent l'avenir avec de gigantesques projets économiques. Des initiatives qui essayent de, disons, s'isoler de l'instabilité centrale. Vous pensez au projet de gazoduc ? Exactement. Le gazoduc Maroc-Nigeria. 25 milliards de dollars, 6900 km. L'accord intergouvernemental approche à grands pas. C'est un projet titanesque. Et l'aspect géopolitique le plus important ici, c'est le tracé. Oui, un tracé strictement côtier. Tout à fait. Il évite délibérément le désert du Ténéré, toute la zone d'insécurité du Sahel. Ça entre en concurrence directe avec le vieux projet transsaharien de l'Algérie, n'est-ce pas? Complètement. Le Maroc et le Nigeria misent sur l'intégration régionale côtière pour générer des revenus massifs. Mais là, il y a un paradoxe qui me frappe. Est-ce que ces méga projets d'infrastructure peuvent créer une bulle de stabilité économique qui va pacifier la région, ou bien est-ce que ce gazoduc va juste devenir une cible super lucrative pour les insurgés? Les groupes de réflexion internationaux penchent plutôt pour le risque. Ils avertissent qu'il est absolument crucial de stabiliser les États traversés. Une infrastructure de cette taille, si elle n'est pas sécurisée, ça devient une rente pour le crime organisé ou le terrorisme par l'extorsion. Ce n'est pas faux. L'autre grand dossier macroéconomique, c'est la monnaie, la scission imminente de la CEDEAO. Ah, la zone monétaire ouest-africaine. Oui, la ZMAO, qui prépare l'arrivée de la monnaie ECO originale pour 2027. Et pendant ce temps, l'UMOA maintient un ECO-CFA qui reste lié à l'euro. Deux visions économiques qui s'affrontent, oui. C'est ça. Mais pendant que les États débattent de macroéconomie, la population, elle, trouve ses propres solutions. Et ça, c'est peut-être l'information la plus surprenante de nos rapports. L'adoption technologique au niveau local ? Exactement. Au Niger, on observe une hausse spectaculaire de l'utilisation des crypto-monnaies. Et pas n'importe laquelle. Non, pas le Bitcoin. C'est lié à un jeu sur l'application Telegram. Hamster Combat. Le jeton HMSTR. Les gens l'achètent simplement par carte bancaire. C'est un parfait exemple de résilience sociétale. Face aux sanctions économiques et à l'instabilité des monnaies locales, la population cherche de nouvelles voies d'inclusion financière. Mais utiliser un jeu vidéo pour contourner un système bancaire défaillant, c'est fou, non? C'est du pragmatisme absolu.
Le jeton devient une valeur d'échange décentralisée que l'État ne peut pas geler. C'est un tout autre niveau d'économie de survie. Eh bien, nous avons couvert énormément de terrain. Si on doit récapituler pour ceux qui nous écoutent, quels sont les événements probables à surveiller dans les prochaines semaines? Il y a 3 points majeurs. D'abord, la signature officielle du gazoduc Maroc-Nigeria, prévue d'ici fin 2026. Ça va redessiner les flux énergétiques. D'accord. Le gazoduc. Ensuite, Ensuite, l'évolution de la force unifiée de l'AES. Vont-ils réussir à reprendre le contrôle des routes commerciales? Et enfin, les décisions de justice en Afrique du Sud concernant Kémy Séba. oui, ça risque de créer une jurisprudence diplomatique importante. Exactement. Merci pour cette synthèse brillante. Je rappelle à notre audience la nature de l'outil qui a rendu toute cette analyse possible, Stylo News. C'est une application mobile et de bureau? Oui. Voilà, elle permet de créer des rapports personnalisés, style renseignement, alimentés par l'intelligence artificielle à partir de centaines de sources de presse traditionnelles et même de X, anciennement Twitter. C'est l'outil idéal pour extraire les faits au milieu du bruit médiatique. C'est ça. On invite donc tous ceux qui souhaitent obtenir des actualités à la demande, propulsées par l'IA, à s'abonner sur www.stylonews.com. Et nous tenons vraiment à remercier tous ceux qui ont suivi cette analyse aujourd'hui. Oui, un grand merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets pour de futures analyses, de futurs bulletins, et à suivre Stylo News sur nos réseaux sociaux favoris. Mais avant de clore définitivement, je voudrais laisser notre audience sur une dernière réflexion, quelque chose qu'on n'a pas débattu aujourd'hui mais qui est crucial. Je vous écoute. C'est le lien direct entre le succès ou l'échec de la stabilisation du Sahel et les flux migratoires mondiaux à long terme. C'est-à-dire? Eh bien, si les institutions étatiques de ces pays s'effondrent face à l'insécurité, comment est-ce que cela va redéfinir la démographie et la politique de l'Europe dans la prochaine décennie? Sachant que les routes migratoires, comme celle des îles Canaries, sont déjà sous une pression immense. Bientôt pour une nouvelle analyse avec Stylo News.